Tu te rappelles Spirou? Laisse-moi deviner, c'est une œuvre immortelle qui date de ton enfance, que rien ne fera jamais vieillir et qui ravira encore des générations, que les adaptations ont joyeusement massacré depuis et que tu défendras bec et ongle contre ce qu'en ont fait ces versions dessins animés. Faux. Tout faux. C'est pas une œuvre immortelle de ton enfance? J'ai lu les Spirou et Fantasio de Franquin durant mon enfance, mais bon sang de bois, je suis pas si vieille que ça, il date de bien avant. Pour ce qui est de ravir encore des générations, j'ai le triste regret de constater que la génération de maintenant n'aime ni le genre d'humour, ni le genre de narration qui fait la richesse de ces BD. Et pour ce qui est de la défendre bec et ongle contre les adaptations, le problème c'est qu'on peut pas franchement dire que l'œuvre à laquelle je tiens, c'est-à-dire les albums de Franquin, soit l'œuvre originale. Et s'ils le sont, ils le sont pas plus que tous les autres albums dessinés par les autres dessinateurs et que j'aime beaucoup moins. Et surtout, aucun de ces albums-là n'a été adapté sur un autre support. Franquin a bien fait un roman illustré Spirou et Fantasio, et il y a 2 BD de Franquin qui ont été adaptés en livre audio. Mais en général, l'esprit de Franquin est toujours resté là où il devait être, dans les albums BD. Donc tu vois, il n'y a pas besoin de défendre quoi que ce soit bec et ongle. D'accord, mais ne crois pas t'en sortir comme ça. Tu vas quand même jouer ton rôle de bibliogeek et te lancer dans le discours rituel sur tout ce qu'il y a à savoir sur le thème, son histoire, son évolution. Pourquoi toujours moi? Mais parce que je suis pas aussi vieux, cultivé que toi. Ok, je vais essayer d'être rapide. Notre groom préféré voit le jour en 1938, c'est-à-dire, si tu as bien suivi, 41 ans avant ma naissance. Autant pour les œuvres de mon enfance. Créé par Rob Vell, il est ensuite repris par JG puis par Franquin. D'abord héros d'histoires courtes et humoristiques, le groom, son écureuil apprivoisé et son meilleur ami gaffeur vont devenir les héros d'une série de BD passionnante, alliant intrigue policière, comique de situation, humour cartoonesque et bon sentiment, dans la plus pure tradition de ce que la BD belge a à offrir à cette époque. Mais Franquin, qui souffre d'une grave dépression, se lasse du personnage qu'il n'a pas créé lui-même et finit par l'abandonner. Entre-temps, le groom est devenu reporter, a adopté un marsupilami, rencontré un inventeur de génie dont toute la science se base sur la mycologie, et accompli de nombreux hauts faits. Il est même le surhomme devenu la mascotte principale du magazine qui porte son nom. Pas question donc qu'il arrête d'avoir des aventures. Il va donc désormais passer d'auteur en auteur et changer à chaque fois de genre et de continuité. On ne peut pas considérer ses aventures comme une seule série, mais plusieurs séries. Une série de séries. La série de notre génération, 84 à 98, c'est celle de Tom et Jean-Ry. Très différente de celle de Franquin, elle se caractérise par des scénarios mi-sérieux, mi-absurdes, des gags visuels, parfois des narrations pompeuses, une esthétique très cinématographique, l'apparition de nouveaux personnages marquants et un côté sombre qui transparaît en filigrane et devient de plus en plus omniprésent au fil des albums. C'est cette série-là qui sera adaptée en dessin animé en 1993. Mais sinon, tu ne m'as pas répondu. Tu te rappelles, Spirou? Même si ta question ne concerne que le support dessin animé, je suis quand même obligé de te demander lequel. Parce que la série de 93, elle a une petite sœur sortie en 2006 intitulée juste Spirou et Fantasio. Et aussi une obscure série de gags pas drôles en 30 secondes, mais ça on n'en parlera pas. Adaptée de quelle série d'album, la série de 2006? Aucune. Ou toutes. En fait, la série de 2006, pour autant que je sache, c'est juste encore un nouveau Spirou sous la plume d'encore un nouvel auteur. Sauf que cette fois, au lieu d'être une nouvelle série d'albums BD, c'est une série animée. Pour autant, à part dans Aux sources du Z que je n'ai de toute façon pas lu, je gage qu'aucun des auteurs qui ont repris Spirou depuis que Franquin l'a laissé tomber n'a dû caser autant de références aux albums de Franquin dans ses propres histoires. Bon, je m'engage que pour les auteurs que j'ai lus, et je me suis arrêtée à Tom et Jean-Ry. Mais j'ai vraiment le sentiment que cette série comporte un nombre exceptionnel de références. Nos héros conduisent la turbotraction et se déplacent en fantacoптère sans pour autant que ce soit cohérent avec ce qui se passe dans les albums de Franquin, puisque les deux sont désormais des créations du comte de Champignac, ce qui m'amène à me demander pourquoi le fantacoптère s'appelle toujours le fantacoптère, puisque c'est plus Fantasio qui l'a inventé. Là, tu viens de perdre tous ceux qui n'ont jamais ouvert une BD de leur vie. Pardon, je m'emporte. Mais toujours est-il que nous avons affaire à un personnage et à un groupe de personnages qui, avant même de cartonner, était déjà un personnage repris. Donc, Spirou et Fantasio 2006 n'a pas moins de légitimité que toutes les séries d'albums BD de Spirou. Donc en tant que fan de Spirou, tu devrais préférer celle de 2006, non? D'autant que l'adaptation, c'est l'adaptation d'une série de BD que t'aimes pas. Sans doute je devrais, mais c'est pas ce qui s'est passé. C'est un peu plus compliqué que ça. Ça va pas être facile à expliquer. Il est incontestable que beaucoup d'efforts ont été investis dans la série de 2006. La musique est pas mal, l'animation et le dessin sont jolis, les personnages sont corrects, le doublage satisfaisant, et les méchants sont très bons. Ah, tu m'étonnes, ils ont été conçus par Franquin.
Enfin, les deux principaux, parce qu'il y a bien des méchants inédits, mais on n'en garde pas vraiment le souvenir. Tandis que ceux qui marquent, eux, ils ont été créés par Franquin. Mais repris et modernisé pour l'occasion. Parce que quitte à créer une nouvelle continuité pour y faire évoluer les personnages, on y va à fond. Spirou et Fantasio ont des smartphones, Zantafio a adopté un look branché totalement 2006, et la démesure de Zorglub est au service de la cause du siècle, l'écologie. Pour autant, tout ce qui faisait que ces personnages marchaient chez Franquin a été gardé. Ça n'a pas toujours été le cas dans les BD qui ont suivi les BD de Franquin. Zantafio est un escroc machiavélique et vénal, un criminel efficace car complètement raisonnable, et dont l'objectif est la richesse et le pouvoir. Comme son nom l'indique, il est le cousin de Fantasio. Ce qui donne plus ou moins au héros la responsabilité de l'arrêter, c'est une affaire de famille. Ce qui permet également de mettre plus d'ambivalence dans ses rapports avec les héros. Et Zorglub, c'est un vrai super vilain. Plein de bonnes intentions mais complètement fou, écologiste dans l'âme mais peu renseigné sur ce qui fait fonctionner la nature, il met la Terre en danger 3 fois par semaine en voulant la sauver au moyen de plans tous plus farfelus et improbables les uns que les autres, mais qui a les compétences et les moyens de mettre en œuvre. Initialement, il était censé être un ami de jeunesse du comte, mais finalement, on l'a rajeuni. Il est un de ses plus brillants mais imprévisibles élèves. Mais le rapport affectif de Zorglub au comte a été remplacé par le rapport affectif qu'il a avec sa fille, Zaoki, amie de Spirou et Fantasio, non, seulement amie, sidekick occasionnel et très bon personnage. Dans la foulée, on a rajouté une origin story à Zorglub. Sa femme ayant perdu la vie à cause d'une catastrophe écologique, il est devenu écolo sans avoir la culture G que ça implique, d'où sa méconnaissance de la cause qu'il est censé défendre. Ce n'est peut-être pas ce qui était dans Franquin, mais en matière d'état d'esprit, ça ne s'éloigne pas du mégalomane désireux que le monde entier reconnaisse son génie scientifique qu'il est dans la BD. Mais papa, il y a Il y a toujours eu des mesquins, des sceptiques, de fifés imbéciles qui ont voulu entraver la marche en avant du progrès. Mais on ne peut l'arrêter, Zaoki, car aujourd'hui le progrès, c'est le grand, l'immense Zorglub. Tu ne m'écoutes pas, comme d'habitude. Je te dis qu'il y Ne a... t'inquiète pas, ils ne pourront rien faire. Rien ni personne ne m'empêchera de créer un monde meilleur pour l'humanité. Et pour toi aussi, ma chérie. Intrus hors d'état de nuire selon vos ordres, ô grand Zorglub. Amenez-les-moi. Tu vois, je t'avais dit qu'il n'y avait rien à craindre. Papa, les champignons... Il n'utilise pas la Zorglonde pour manipuler les esprits, à la place il a une armée de robots, mais ça reste quand même le même personnage très bien adapté. Je dis pas le contraire. Comme tu l'as dit au début, il y a énormément d'efforts qui ont été investis dans cette série, et elle devrait être bonne. Malheureusement, la sauce ne prend pas. C'est triste à dire, mais on s'ennuie devant malgré tous les éléments de qualité qui ont été mis. On comprend pas quel est l'intérêt de regarder malgré le fait que ce soit joli, qu'il y ait de bons personnages et de bonnes scènes d'action. Et déjà, c'est pas vraiment Spirou. Ou en tout cas, ça fonctionne pas comme devrait fonctionner une série Spirou. C'est un peu là qu'on est obligé de se demander ce qui faisait que ça marchait dans les albums de Franquin ou même ce qui définit Spirou, sachant que lui et ses amis ont été repris par plein d'auteurs différents avec des états d'esprit différents et des esthétiques différentes. Ceux qui définissent Spirou. En tout cas, avec tout le respect que je dois aux joueurs du grenier, ce n'est pas un sous-Tintin. Certes, c'est un héros générique qui vit des aventures pleines d'action et d'humour, comme Tintin, mais on peut dire ça de pas mal des héros de la même époque. Déjà, et c'est encore un truc que la série de 2006 a bien compris, ce qui définit Spirou, c'est que comme Johan et Pierre-Louis, c'est un duo. Il y a un héros compétent et un héros gaffeur, mais Fantasio n'est pas juste un sidekick. Il a le même statut que Spirou dans l'intrigue. Il n'est pas juste là pour le gag. Il est compétent en tant que héros, juste moins habile de ses mains, plus imaginatif, donc plus farfelu. Mais les héros sont deux, tout aussi importants l'un que l'autre. Et c'est une très bonne chose que la série de 2006 s'appelle Spirou et Fantasio. D'ailleurs, ils sont autant représentés l'un que l'autre dans le générique, ce qui n'était pas le cas dans la série Spirou de 93. Le générique de Spirou de 93, on le garde pour plus tard, si tu veux bien. Non, donc le duo. Non seulement le duo marche bien, mais l'amitié qui unit Spirou et Fantasio peut être le ressort d'intrigues passionnantes et émouvantes. C'est ce qui rend le thème unique. Pour le plus grand plaisir des amateurs. Non! Je m'en fiche de l'ambiguïté de leur bromance. J'aime les bromances. J'aime la relation de Spirou et Fantasio. D'accord, c'est sans doute le couple d'amis masculins le plus shippable de toute l'histoire de la BD et du dessin animé réunis. Plus shippable que Black et Mortimer, plus shippable qu'Alix et Enak. D'accord, ils dorment dans la même chambre, habitent ensemble dans quasiment toutes les continuités, se comportent en vieux couple, ont des possessions communes. Mais vous savez quoi ? Je m'en fous! Qu'ils soient amis ou amants, qu'est-ce que ça peut me faire? Ils comptent l'un sur l'autre, ils forment une équipe géniale. Leur affection l'un pour l'autre est plus forte que la folie, plus forte que l'adversité. C'est beau! En tout cas, la série de 2006 a soigneusement évité cette ambiguïté en rajoutant des intrigues amoureuses.
Oui, et ils ont eu le bon sens que n'ont pas eu Tom et Jean-Ry dans Machine qui rêve en devinant que si ces cotines se mettaient avec l'un des deux, à cause de la vérité fausse numéro 2, ça ne pouvait être que Fantasio. Peut-être, mais foin de vérité fausse numéro 2 dans les BD. Foin d'intrigue amoureuse tout court. Jusqu'à ce que Tom et Jean-Ry brisent l'interdit avec Luna Fatale et Machine qui rêve. Là encore, le coup de se passer d'intrigue amoureuse, c'était un bon truc dans le contexte. Le personnage de Sécotine est un personnage révolutionnaire pour l'époque. Déjà, c'est un personnage féminin pleinement actif, héroïque à temps plein, qui est à Spirou et Fantasio ce que Régis est à Sacha. Aucun personnage féminin n'avait ce genre de rôle à l'époque dans la BD. La fille, c'était soit la damoiselle en détresse, soit l'assistante de l'assistant. Mieux encore, on a osé faire de sa présence un gag, autre truc qu'on n'osait pas faire avec les personnages féminins à l'époque. Son nom, Sécotine, est une marque de colle. Et effectivement, cette fille est un véritable pot de colle, toujours à coller au train des héros pour leur piquer leur scoop. Ça a été conservé dans toutes les continuités et dans toutes les adaptations. La série de 2006 se débrouille même pour expliquer la blague que des enfants de 2006 ne peuvent plus comprendre. Sécotine? Mais j'y crois pas. Et tu portes bien ton nom, hein? Quel pot de colle. Tu peux me dire ce que tu fais ici? Ok, pour le personnage féminin que c'était bien qu'il serve pas juste à sortir avec le héros, mais à part ça, avoue que l'intrigue Fantasio Sécotine n'est pas si mal campée. On a vu pire dans l'exploitation de la vérité fausse numéro 2. Les scénaristes se sont débrouillés pour que la façon dont Sécotine poursuit Fantasio pour lui piquer tous ses scoops soit en réalité la seule façon qu'elle ait trouvé de se faire remarquer par lui. Il y a un peu de ça, et il y a un peu du fait que si elle lui pique ses scoops à lui, c'est parce qu'elle le trouve particulièrement doué pour en dégoter des bons. Mais alors pourquoi tu voulu l'arrêter? Vous la poursuiviez, donc elle est intéressante. Mais bon, quitte à faire d'un personnage féminin non romançable un personnage romançable, ils auraient pu caser Spirou avec Zaoki plutôt que de ramener Luna Fatale des BD de Tom et Jean-Ry. D'autant plus si c'est la seule chose de Tom et Jean-Ry qu'on choisit de garder. C'est vrai qu'on se demande un peu ce qu'elle vient foutre là, d'autant qu'elle est exactement le personnage qu'on a plus envie de voir dans la fiction en 2006. Prétentieuse, diva, demoiselle en détresse de service, dépourvue de personnalité à part le fait d'être fatale. Ce qui définit la Luna Fatale de la BD, c'est d'être la fille d'un mafioso, ennemie jurée de Spirou, encore quasi adolescente, tout juste majeure, élevée dans le banditisme, donc violente, impulsive, chatouilleuse de la gâchette et manipulatrice, mais séduite par la droiture et l'honnêteté de Spirou, symbole d'une vie à laquelle elle aspire mais n'a pas accès. Bref, c'est Talia. Même pas. Elle n'est pas passionnément dévouée à son père, elle lui obéit parce que c'est son père et le laissera pas tomber, mais elle prendrait bien son autonomie. Sauf que Vito Cortisone n'existe pas dans la série de 2006. Retirer son père à Luna, il n'en reste rien, un beau visage, c'est tout. Mais évidemment qu'on ne pouvait pas laisser son père à Luna. Il y a déjà une fille de super vilain dans la série, et très bien campée, ça aurait fait double emploi. Ce qui fait que Luna n'est plus que ça, une coquille vide. Et au fait, elle ne s'appelle pas Luna Fatale dans la BD, c'est juste le titre de l'album. Du coup, je veux bien croire que ce soit un pseudo qu'elle a pris pour sa carrière d'actrice, mais s'appeler réellement Luna Fatale, c'est un peu ridicule. L'autre truc qui fait l'état d'esprit Spirou, quelle que soit la continuité, c'est le conte de Champignac et ses inventions, toutes plus improbables les unes que les autres, et propices à des intrigues farfelues autour de phénomènes spectaculaires provoqués par des créations scientifiques impossibles. C'est vrai, si on devait résumer tout ce qui est commun à toutes les différentes versions de Spirou, c'est l'action, l'humour, l'amitié et les délires autour de la pseudoscience. Spirou se passe obligatoirement dans un univers peu réaliste, même s'il emprunte à la génération actuelle des éléments qui la définissent, comme les smartphones, Internet et le développement durable. Et tous ces éléments sont dans la série de 2006. Presque tous, il en manque un vraiment essentiel, l'humour. Il y a quand même des gags et ils sont parfois bons. Sarah Connor! Sarah quoi? Peut-être, mais on sent quand même que c'était pas censé être le propos essentiel. Spirou et Fantasio 2006 est une série qui se prend au sérieux. Et le problème, c'est que c'est aussi une série où un savant fou décide d'accélérer la rotation de la Terre sur elle-même pour offrir 19 levées et couchers de soleil à sa fille pour ses 19 ans. Il y a franchement un décalage entre le sujet et le ton. Et c'est terrible parce que c'est vraiment la seule chose qui manquait à cette série pour fonctionner. Et ce seul élément suffit à tout faire foirer. Plus encore qu'une foire la série Fantomètre, Collège Rhinovélos ou d'autres séries qui ne vont pas jusqu'au bout de leur délire. Spirou et Fantasio, c'est même pas que ça ne va pas jusqu'au bout du délire, c'est que ça n'a pas compris que c'était censé être un délire. Ça croit sérieusement pouvoir nous impliquer sérieusement dans une intrigue où sérieusement un peuple souterrain veut prendre Spirou pour roi et où sérieusement Zantafio veut voler le marteau de Thor. Ça marche dans Marvel. Si Spirou et Fantasio portaient leur slip par-dessus leurs pantalons, ça marcherait dans Spirou et Fantasio. Mais Spirou et Fantasio version 2006 ne délirent pas. Ils essayent d'être un dessin animé d'aventure. Juste un dessin animé d'aventure. Et du coup, ils passent à côté de ce qui devrait justifier leur série.
Et c'est navrant. C'est navrant parce qu'il n'y avait vraiment pas que de mauvaises idées dedans. Certaines intrigues auraient pu être des scénarios de BD et auraient pu être drôles si on avait essayé d'en faire un gag. Sans l'humour, c'est juste bête, c'est juste les scénaristes pris en flagrant délit de prendre les enfants spectateurs pour des cons. En bref, un rendez-vous manqué. C'est d'autant plus triste qu'il a été manqué par des gens qui aiment clairement leur sujet. Ça aurait dû être bien, rien qu'en regardant le générique, on se dit que ça aurait dû être bien. Regarde-moi ce montage! Et c'est un instrumental très dynamique. C'est vrai que si on compare au générique de 93, y a pas photo. Même en le faisant exprès, on pourra difficilement faire plus plan-plan. Je vois l'intérêt de faire référence au support d'origine, mais le générique de Tintin arrive à faire ça sans plomber l'ambiance. Et alors le pompon, c'est quand même le générique de fin où on ajoute des paroles. Et tout autour du monde, à traquer les mauvais. Ceux qu'on affronte savent que l'on est Spirou, héros dans l'âme, pardon assez fou. Ah, mais éteins-moi ça, c'était déjà assez horripilant à entendre quand j'avais 13 ans et que je regardais l'épisode en direct. Je vais pas me réinfliger ça aujourd'hui. T'as qu'à pas regarder, Banane, puisque la série est adaptée d'albums que t'aimes pas. Déjà, il y a quand même 2-3 références à Franquin. Le Métomol et le X1 sont introduits sans être présentés comme à des lecteurs des albums de Franquin. Il y a un épisode qui s'inspire pas mal du repère de la Murène, même si l'histoire en reste assez éloignée. Ensuite, pour la partie adaptée de Tom et Jean-Ry, c'est qu'en partie adaptée. Pas mal d'épisodes sont des histoires originales. Et ces histoires originales étaient à ce point dans un autre état d'esprit que tu pouvais supporter 2-3 adaptations de BD que t'aimais pas? Tous les épisodes, adaptés ou non, sont écrits avec le même état d'esprit. Ce qui m'a fait réaliser que ce que je n'aime pas chez Tom et Jean-Ry, c'est vraiment la forme, pas le fond. Tu disais que les albums avaient une esthétique et un humour bizarre et des narrations pompeuses. Les narrations pompeuses, il y en a que 2-3, mais elles sont si marquantes que du coup, on retient que ça. C'est pas des narrations façon Black et Mortimer, plus façon Twilight. Bon, aucun album n'implique les amours entre un vampire et un humain, mais ces narrations donnent quand même le sentiment de vouloir être jolie, de vouloir être impressionnante, de vouloir être captivante, mais le registre n'est pas du tout adapté à l'histoire qu'elle raconte. Pour ce qui est de l'humour bizarre, je sais pas comment le définir. L'humour de Franquin, c'était un subtil équilibre entre le comique de situation, les jeux de mots et le look improbable des personnages. Improbable, c'est le mot. Dans les BD comme dans la série de 2006, Zantafio ressemble à Titeuf qui aurait grandi et serait devenu brun. Tom et Jean-Ry, j'arrive pas à dire en quoi ça consiste leur humour. La plupart des gags, je ne comprends pas en quoi c'est des gags. Dans l'horloger de la comète par exemple, il y a un pilote d'avion qui se crache parce qu'il était en train de se faire cuire un œuf, au sens littéral du terme, pendant qu'il pilotait. Distrait par l'engin des héros, il perd le contrôle parce qu'il se retrouve avec son œuf dans la figure et incapable de piloter, il crie « Venge-moi » à son collègue avant d'exploser. Ça va, j'ai vu son parachute, il va bien. Et c'est censé être un gag. Je vois la vague volonté de parodier une scène classique de film de guerre, mais à part ça, je pige pas. Pourquoi il se fait cuire un œuf pendant qu'il pilote? Pourquoi c'est drôle qu'il explose? Cette scène-là n'apparaîtra pas dans la version dessin animé. On ne garde que l'histoire de base, une histoire de voyage dans le temps, de quiproquo, un doute à la fin sur si ça s'est réellement passé ou si tout n'était qu'un rêve. La mise en scène émerveille quand il faut émerveiller et fait rire quand il faut faire rire. Il n'y a pas un seul effet à contretemps. L'autre truc qui n'apparaîtra pas, c'est cette bestiole du futur qui pète des bulles. Ce qui est d'autant plus surprenant que cette bestiole, le Snouflair, apparaît dans le jeu Infogrames qui lui est adapté de la série animée et pas des BD. Cette bestiole, donc, pète des bulles. Ça ok, c'est drôle, quand on a 3 ans. Surtout que c'est juste ça, il y a un animal dans l'histoire et il pète des bulles. Non, il ne fait rien d'autre, il pète des bulles et c'est tout. Mine de rien, c'est très représentatif de ce qu'est un gag pour Tom et Jean-Ry. On met un truc moche et salace sans se demander si c'est mis au moment approprié, dans le rôle approprié et avec la mise en scène appropriée. Tiens, un meilleur exemple, La Vallée des Bannis. L'album avec un grand A, l'épisode avec un grand E. Une histoire magnifique, 100% sans méchant, 100% sans déplacement. Un huis clos dramatique. Nos héros sont coincés dans une vallée loin de tout, aux frontières trop dangereuses pour qu'ils puissent en sortir, et dans cette vallée sévit un moustique qui transforme celui qu'il pique en fou meurtrier. Nos héros vont donc s'affronter l'un l'autre et presque s'entretuer, mais à la dernière minute, l'amitié aura raison de la folie. C'est beau, c'est magnifique, c'est poignant, c'est émouvant, mais
C'est écrit par Tom et Jean-Bry. Alors plutôt que de s'attarder sur le drame et la folie, on va s'attarder sur le fait que la vallée en question est peuplée de créatures bizarroïdes que même les concepteurs de Pokémon n'oseraient pas imaginer et qui ne servent à rien à part être ridicules. C'est qu'il faut bien tenir 40 pages. On ne verra pas ou peu ce bestiaire dans l'épisode. Tout est centré sur la manière dont Spirou doit se protéger de Fantasio tout en essayant de le sauver malgré lui. Et s'il y a gag, c'est plutôt des gags façon Joker, la folie fait dire n'importe quoi à Fantasio et son délire fait rire, mais seulement de la façon dont on rit nerveusement quand on angoisse. Oh, pas rôti, lapin. Je continue. Cache, cache. Paradoxalement, si les albums sont dessinés avec une esthétique cinématographique, la série est beaucoup plus modeste dans son storyboard. Il y a beaucoup plus de simplisme dans la façon dont sont gérés les travelling et le montage. Il faut dire que la gestion des gros plans et angles de vue est surtout marquante dans les albums quand ça sert à mettre en scène la narration. L'absence de narration rend la fantaisie du montage un peu superflue. Et tous les albums ne font pas l'objet d'un épisode. Non, ceux qui n'ont pas été adaptés n'auraient effectivement pas bien rendu, je pense. Le coup des gangs de mafiosos qui s'affrontent à coups de porte-malheur, ou des chauffeurs de taxi russes qui allument un feu sous leur moteur pour le dégeler, ça peut passer en BD, mais en dessin animé, les enfants diraient « Vous nous prenez vraiment pour des cons ?» Ah oui, parce qu'adapter le rayon noir, c'était une très bonne idée. Écoute, ils se sont débarrassés de tout ce qui était débile et de tout ce qui était politiquement incorrect. Rendons quand même à César ce qui est à César. L'histoire du colloque d'inventeurs à Champignac dans lequel est censé être glissé un traître était une bonne histoire à la base dans la BD, et l'énorme modification scénaristique qui touche le twist final ne se justifie pas vraiment. La version BD était une histoire courte, un mystère destiné à être résolu presque tout de suite. La nouvelle chute se prête davantage à traîner pendant tout un épisode. Bref, le dessin animé a retiré les narrations pompeuses et les gags lourdingues, ne gardant que l'histoire de base, et l'histoire de base n'est jamais mauvaise. Bon, à part Aventure en Australie, mais ça, c'est un des premiers albums et le premier épisode, on va lui pardonner de pas être trop à la hauteur. En général, une fois réduite en épisode de 20 minutes et mise en scène avec plus de simplicité, étoffée de bons dialogues et soutenue par de bons doubleurs, l'histoire devient même très bonne. De bons dialogues, de bons doubleurs, c'est quand même pas le cas tout du long. Les doubleurs sont très bons, je ne me dédirai pas. J'aime particulièrement le doubleur de Fantasio. Traîtresse, Matahari, Agrippine. La voix de fausset du Fantasio de 2006 m'énervait particulièrement. Zanta, oh bah ça alors. Zantafio, je te présente Spirou, mon meilleur ami. Ceux de 93, ils ont compris que Fantasio, c'était pas un clown, et qu'il lui fallait pas une voix de clown. Il est beaucoup plus drôle en tant que monsieur tout le monde qui fait des gaffes que tout le monde fait. Il y a quand même parfois des répliques mal jouées et mal écrites. Votre petit nom déjà? Hein? Nasty, ça veut dire vilain, mais faut pas croire. Je m'en doutais. Eh bien, Nasty, j'ai une dernière faveur à vous demander. Je voudrais m'arranger un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi pas, ma jolie? Mais pas de blague, hein? Ou alors Nasty fera vraiment du vilain. Quelques-unes, mais la plupart des dialogues sont très bons. Fantasio, lui, il voulait prendre le train pour aller au ski. Mais Monsieur Spirou préfère la voiture, surtout quand elle est vieille et usée. Résultat, en panne au milieu de nulle part. Nulle part n'est pas sur la carte. Par contre, Bouzy-les-Campagnols n'est qu'à 2 ou 3 kilomètres. Plaisant. Effraction, enlèvement d'Yeti, résistance aux forces de l'ordre, trouble sur la voie publique. L'addition va être lourde. Vous avez oublié vol de voiture de cirque. Drôle. Où est-elle? À Palan. À Palan? Non, Palan, dans la banlieue. Mais qu'est-ce qu'on attend? Courons à Palan. Et parfois même très fort. Votre eczéma ne fera rien à côté de ce qui vous attend si je vous envoie un projectile sortant de ceci. Je ne connais aucune combinaison qui soit capable de vous protéger des effets à retardement d'une seringue biologique. Allons, monsieur Spirou, n'inversez pas les rôles. C'est moi le méchant et vous le héros. Vous voulez vraiment répandre une nouvelle maladie inconnue? Une seule ne suffit-elle pas? Ajoutons à ça que les personnages sont vraiment bons. Ceux qui étaient déjà dans les BD ont vu leur personnalité enjolivée ou approfondie, et ceux qui ont été créés pour l'occasion sont juste excellents. Salut les darlings. Le seul méchant récurrent tiré des albums, c'est Vito la Déveine. Vous savez, celui qu'ils n'ont pas voulu mettre dans l'autre série pour être le père de Luna. Et ils l'ont vraiment très bien campé. En fait, il justifie à lui seul que la série existe. Sa superstition naturelle n'est pas de la paranoïa, il est réellement incroyablement malchanceux et son seul espoir de pouvoir passer le restant de ses jours à criminaler paisiblement est de trouver un porte-bonheur suffisamment efficace, de préférence un objet archéologique très précieux avec une légende pétrie de mystère associée.
Comme méchant, il peut être campé comme réellement dangereux et n'échouant que grâce au sadisme du scénariste. Il peut également être très drôle sans que ça casse son caractère inquiétant. Sa malchance le rend à la fois extrêmement déterminé et extrêmement manipulable, tant par les gentils que par les autres méchants. Ajoutons à ça qu'il n'est pas non plus idiot. Quand il réalise qu'il ne peut rien faire contre sa malchance, son plan devient de rendre les autres aussi malchanceux que lui. C'est pas si bête. C'est pas le seul méchant tiré des BD. Von Schnabel en vient aussi, mais son rôle a été sacrément augmenté. Il n'apparaît que dans un album comme pilote du jour de Vito. Dans le dessin animé, il devient son complice dévoué. On est en droit de se demander pourquoi ce dévouement d'ailleurs, puisqu'il a conscience de l'incapacité de Vito à les mener au succès, et que lui non plus, il n'est pas franchement inefficace comme bandit, à part qu'il travaille avec un vendredi 13 ambulant. Il est sous-entendu dans plusieurs épisodes que c'est parce que Vito a plus de contacts, plus de connaissances et est plus apte à faire son chemin dans la criminalité. Et il y a Cyanure aussi, entièrement relooké pour l'occasion, mais là quand même. Frères de silice et de métal, il est temps de nous débarrasser de ces petits bonshommes qui veulent nous programmer leurs règles et nous mémoriser leurs lois. L'heure de la libération des méga-octets a sonné. Ouais, mais Cyanure, mine de rien, c'est un personnage plus classique. L'intelligence artificielle qui devient autonome et décide d'éradiquer les humains, pas que ça a été fait dans... Attendez, presque tout. À la rigueur, ce qui est moins classique, c'est Pénélope, la voiture à intelligence artificielle de Spirou et Fantasio. Conçue par le même concepteur que Cyanure, elle n'est a priori rien de plus qu'une machine, mais certains épisodes font soupçonner son humanisation. Considérez-moi comme en grève illimitée. Pénélope, s'il te plaît, non, sois gentille. Ne fais pas ta mauvaise tête. On t'aime. Vol Air France numéro 534. Départ voici 14h30. Sinon, il y a des méchants inédits, même des récurrents, comme le producteur de télé-réalité qui capture les gens pour les enfermer dans son île et les filmer en train d'essayer de survivre pour faire de l'audimat. Oui, en 1993, quelqu'un a créé ce personnage en étant persuadé de camper une situation improbable et irréaliste qui ne se produirait certainement jamais dans la vraie vie. Il y a aussi ce type qui a inventé un super engrais à base de café et qui, au lieu de faire fortune en le vendant à l'industrie agroalimentaire, se lance dans des plans hasardeux pour faire pousser de la drogue. Et il y a Rasputnikov. J'ai voir, oui. J'ai voir la chance, elle bientôt revenir dans Vito. Richard. T'emballes pas, il n'est doublé par Richard Darboc dans sa première apparition. Peut-être, mais le personnage est quand même cool. Tu vois, ce personnage se débrouille pour ressembler à un cliché, mais au moment où on ricane intérieurement en se disant qu'on a pigé le truc, il fait exactement ce qu'on n'attendait pas. Ce type essaie de me faire le coup de l'hypnose. Sinon, en parlant de clichés, pas d'intrigue amoureuse entre Fantasio et ses cotines ici. Bien qu'il soit là aussi clairement montré que si ses cotines piquent ses scoops à Fantasio, c'est bien parce qu'elle le trouve bon journaliste, leur rivalité est réelle et sincère. Contre-vérité de la vérité fausse numéro 2. En parlant de clichés, toujours, la preuve que Spirou et Fantasio, c'est pas Tintin, ils font réellement du travail de journaliste. On rencontre même leur patron. Les meilleurs épisodes sont quand même principalement ceux qui ont des histoires inédites. Forcément, elles ont été conçues pour le support épisode de 20 minutes, donc elles marchent toujours mieux qu'une histoire modifiée et réorganisée pour tenir en 20 minutes alors qu'elle prenait une cinquantaine de pages. Dans ces épisodes-là, les scénaristes se retrouvent dans la même situation que ceux de la série de 2006. Contraints de créer leur propre Spirou dans leur propre continuité, tout en conservant les ingrédients de base qui vont permettre de reconnaître quand même le personnage. Et ils s'en sortent mieux que ne l'ont fait les scénaristes de 2006. Leur univers est drôle, fantaisiste, bon enfant sans être niais, et propice à des aventures mêlant action, humour et bons sentiments. Ils s'en sortent peut-être mieux, mais on leur a mâché le travail. Ils sont partis de l'univers de quelqu'un d'autre, l'ont amélioré et leur univers est sorti de là. Sans doute qu'à partir du moment où un univers a connu autant de reboots et autant d'adaptations, il devient un peu nécessaire de regarder ce qu'ont fait les autres et de créer sa propre histoire à partir des comparaisons. En tout cas, on ne peut pas faire l'impasse sur l'héritage dans lequel on s'inscrit. D'autres histoires ont été écrites avant. D'autres le seront après. En fait, si la série de 93 marche, c'est parce qu'elle a l'humilité de ne pas vouloir être plus qu'une série Spirou parmi tant. Elle ne s'est pas laissée terrifier par la pression que ça doit imposer la responsabilité de reprendre un personnage qu'un auteur a créé, qu'un autre a rendu célèbre, et que d'autres ont essayé de prolonger par la suite. En même temps, encore une fois, c'est un peu de la triche. Elle avait pas à être terrifiée, elle se réfugiait derrière Tom et Jean-Ry. En tout cas, par sa simplicité et son efficacité, cette série est plaisante à regarder du premier épisode au dernier et mérite qu'on s'en souvienne. Bon, les enfants, écoutez très attentivement. Le village va être attaqué par des robots. Oui, je sais, je sais.
Vous allez secouer la tête et me dire que je perds mon temps, c'est ça? Mais oui, père, il a raison, laisse-nous y aller. Parce que votre article à mon sujet n'est qu'un tissu de mensonges. Moi, je vais aller m'éclater dans le vaisseau spatial avec cette méga gravité, c'est révolutionnaire. Qui sait combien de temps cette charmante jeune femme aurait été prisonnière si je n'avais pas été là? Le bat ordinateur va nous dire quels autres trésors pouvant être rapprochés de noms de gâteaux Simon pourrait prendre. Oui, alors, au plus noir des jours, au plus clair des nuits, chapeau melon, tennis de cuir, blablabla, ça va ficorer dans tous les coins. On vous prie de vous taire parce que tralalaire. J'ai des sarbacanes, des pistolets à colle, des bibelots, des statues, un buste de Balzac et une chèvre qui sait lire dans les pensées. Je suis extrêmement occupé, mais qu'à cela ne tienne, montez. Sabre de bois! Spirou, Fantasio, quel bon vent vous amène de si bonne heure? Ah, vous êtes à la recherche d'une piste, il y a plein de choses qui vous signalent le passage de l'animal. Des branches brisées, mais aussi des empreintes et même des déjections. Mais si je donne une obole pour les pauvres, ils ne seront plus pauvres, y avez-vous songé? Figurez-vous que c'est moi qui ai réceptionné le télégramme du comte au journal. Mais c'était à mourir de rire de vous voir lui tirer dessus avec un drapeau au fusil. Mamma mia, Spirou le justicier en prison avec Vito. Vos atomes vont bientôt rejoindre le chaos universel, professeur. Ce guignol se moque de moi. Il m'a ridiculisé. Comment avez-vous pu le laisser m'approcher? Je m'appelle Cyanure. C'est un peu partout la même chose, tu sais. Il y a des criminels et on les arrête. Ah! Jamais entendu parler d'un trou d'air, Vito? C'est ta malchance qui nous perdra. Ouais, mais je crois que j'ai un peu trop forcé sur le miel. Rappelle-moi de te donner des leçons de conduite sportive. Tu as déjà fait ton choix d'or. Le bon fils dévoué à son papa. Tu as fait le choix de l'aveuglement éternel devant les mensonges d'Oda. Ah, je l'espère de tout mon cœur. C'est bien, c'est très bien, Miss Father's-Day. Quelle bonne idée de tirer au milieu de toute cette foule, comme j'ai hâte d'utiliser le gros canon. Nous reprenons l'antenne après cette intervention pirate indépendante de notre volonté. Bonjour, chers amis du collège Kadik. Et oui, nous voici, Millie et Tamia, pour vous présenter le journal de l'école. Oh, allons bon. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je me lance dans l'importation de glace pour les pays chauds. Je vais faire des prélèvements. Quoi? Maintenant? Mais c'est pas possible! Le cyclotempo, c'est juste un gadget pour amuser la galerie!